Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du média Feel Goal, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur notre formation Objectif Sponsoring, sur les synergies et les tensions entre les différents acteurs que l'on a vus sur les épisodes précédents. On va parler un écosystème interconnecté, avec des synergies et des tensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, vous voyez dans le schéma, c'est tout en fait les acteurs que je vous ai proposés tout à l'heure. Et en fait, chacun d'entre eux, il y a des relations. Par exemple, si on prend le point de vue d'un fan, il va être en contact avec un ayant droit, un club par exemple, parce qu'il va le suivre. Il va aussi être en contact avec les médias, parce que c'est à travers ce canal-là qu'il va suivre le contenu. Il va être exposé forcément aux marques qui sont sponsors du coup de son club favori. Il va derrière avoir une interaction aussi avec les distributeurs peut-être pour acheter les maillots. Et en fait, c'est cette réflexion-là qu'on va chercher à construire et à avoir avec les différents exemples que je vais vous partager dans cet épisode. Attention, j'ai pris des exemples euh, que potentiellement vous avez vu ou non dans l'écosystème sportif. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir des éléments factuels par rapport à des cas d'usage que j'ai dû vous présenter ou partager dans les épisodes précédents. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le premier élément, les clubs et les plateformes OTT. Il faut savoir que les fans de sport ont historiquement consommé leur contenu via les télévisions. Vous n'êtes pas sans savoir que les modèles de consommation ont évolué et que du coup, surtout à l'approche de la crise sanitaire, les applications mobiles avaient explosé et du coup, il y avait aussi des plateformes de streaming qui ont essayé de mettre en place les clubs aussi, de façon à pouvoir piloter et gérer eux-mêmes leur image et pouvoir proposer du contenu supplémentaire et immersif pour leurs fans. Donc il y avait un objectif de désintermédiation du coup avec la télé, parce que forcément il n'y a pas des coûts de production massifs qui arrivent et que soi-même avec sa petite équipe en local, vous pouvez, enfin les clubs pouvaient gérer ça. Un lien directement avec les fans sont passés par aussi un intermédiaire supplémentaire et aussi une monétisation supplémentaire avec notamment des micro-paiements. Ce qu'avait mis en place ces dernières années le PSG, l'OL, ici il y a un cas avec Manchester City. J'avais travaillé d'ailleurs à l'époque dans une agence qui s'occupait, on va dire, des cas comme cela. Et donc en fait, c'est une nouvelle façon de pouvoir créer du contenu, de pouvoir faire vivre le club au quotidien tout au long de l'année et de créer une expérience différente par rapport aux fans, mais aussi bah, voilà, d'avoir des revenus supplémentaires. Parce que un fan va payer entre 5 et 10 euros par mois pour suivre son club favori. Alors ça, on parle d'une niche, mais par contre, tu crées quand même des revenus qui sont récurrents. Ça peut être dans le cas d'un point de vue national ou même international quand on parle de clubs très influents comme Manchester City ou le Real Madrid. Allons plus loin maintenant, le lien entre les sportifs, les agences et les marques. Je vous ai mentionné, notamment dans le chapitre des agences, que elles gèrent et elles ont un lien justement d'intermédiation entre les sportifs et les marques. Et qu'en fait, par exemple, une marque comme une agence comme Octagon, qui gère à la fois, en fonction de son expertise, bah, des droits médias, des contrats pour des athlètes, des contrats pour des coachs, des campagnes de marketing avec des marques. Donc en fait, elle arrive aussi à mettre en synergie les acteurs avec lesquels elle travaille. Et le lien, on va dire, Steph Curry et Under Armour par rapport, on va dire, à ce lien sponsoring et au développement d'affaires qui est associé, bah, on peut dire que c'est une grande réussite et c'est ce qu'arrivent à faire de nombreuses agences tout au long de l'année avec les athlètes et les sportifs forcément les plus développés. Même si on remarque de plus en plus, et notamment en France, par exemple à l'époque où on était, on va dire, à l'aube de Paris 2024, des athlètes français qui étaient par exemple des sports moins médiatisés, où il y avait des agences dédiées qui s'occupaient de leur trouver des partenaires. On va accélérer maintenant avec les fédérations et les diffuseurs. Alors comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe? L'élément ici, c'est que les fédérations, qui cherchent bien évidemment, comme on l'a mentionné dans l'épisode, à valoriser leur équipe nationale, vont s'attacher et vont se relier à des diffuseurs télé pour avoir la meilleure exposition nationale possible. C'est jamais évident, il faut le savoir, de pouvoir trouver un diffuseur qui nous suit constamment dans le temps et qui va s'accrocher à l'histoire d'un sport. Je vous ai mentionné ici le cas de la Fédération française de football, qui a cédé du coup ses droits
pour les équipes nationales à TF1 et M6 pour la somme de un peu plus de 3,5 millions d'euros par match en moyenne. Du coup, c'est une data qui date du coup de 2023, où du coup on a une exposition nationale en prime time, plus des éléments pour financer encore un peu plus ces équipes nationales. Il faut savoir que le rugby fait la même chose et que le basket s'y met aussi de plus en plus. Le basket a d'ailleurs signé un contrat avec le groupe TF1 pour valoriser les équipes nationales sur les compétitions, notamment internationales. Alors bien évidemment, on sait qu'il y a le cas Wembanyama qui est quand même super intéressant pour le diffuseur. On va dire c'est quand même la tête de gondole du projet de l'équipe de France de basketball. Néanmoins, c'est un outil supplémentaire sur lequel on doit réussir à capitaliser pour certes faire bien les choses d'un point de vue sportif, mais aussi savoir bien vendre son écosystème, son sport auprès des diffuseurs qui sont les plus valorisés d'un point de vue national pour toucher le plus de monde et faire grandir son sport tout simplement. Allons plus loin maintenant avec les ligues, les sponsors et les datas. Parce que, par exemple, la première ligue s'associe à Oracle pour se rapprocher de ses fans. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Oracle, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une enseigne qui est très connue dans la data, notamment pour l'expérience des fans. Donc, en fait, en collaborant avec cette entité-là, la première ligue propose, par exemple, des stats avancées qui sont diffusées à l'écran. Donc, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec Canal+, où il y a un petit élément pour ceux qui ont l'abonnement, où vous pouvez cliquer et avoir les stats en direct, le nombre de tirs qu'il y a eu dans le match, etc., etc. Ça donne une nouvelle valeur marketing euh, au jeu. Et donc, du coup, une expérience, qui est supplémentaire, d'une meilleure connaissance des fans pour savoir qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils aiment, et encore aller plus loin, du coup, dans l'expérience qu'on peut leur proposer. Et donc, ça crée des partenariats qui sont hyper bénéfiques. Euh, les grands acteurs sportifs mondiaux ont tous un partenaire data avec lequel ils travaillent régulièrement, que ce soit d'un point de vue uniquement sportif et performance statistique, ou ou d'un point de vue aussi marketing pour pouvoir continuer de valoriser leur offre et faire grandir leurs audiences. Où est-ce qu'on va aller maintenant? Les clubs versus les fédérations, parce que forcément, il y a toujours il y a des éléments qui sont problématiques, entre guillemets, qui maîtrisent aussi le calendrier. Vous le voyez avec la FIFA, et c'est ça quand on parle de synergie et tension, c'est que de plus en plus de compétitions grandissent. On parle de Ligue des Nations à un moment donné pour, on va dire, combler le manque des matchs de préparation morose qu'il y avait encore il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il y a une extension aussi sur les clubs de football qui font des compétitions avec là, notamment la Coupe du Monde des clubs qui a duré jusqu'en juillet dernier. Et en fait, il y a des joueurs qui ont commencé limite leur prépa un an avant et qui sont à la Coupe du Monde des clubs un an après. La fatigue des joueurs, certes, c'est un élément par rapport aux éléments sportifs, mais aussi il y a la fédération internationale qui se dit, moi aussi, il y a peut-être un élément de faire un billet supplémentaire dans des territoires où je peux encore maximiser ma valeur, continuer de grandir, et notamment à l'approche aussi de la Coupe du Monde, de la prochaine Coupe du Monde, notamment sur le territoire américain, et derrière, faire en sorte de proposer encore un contenu et un show tout au long de l'année. Sauf qu'à un bout d'un an, à un moment donné, ça crée des tensions. Tu as des joueurs qui sont fatigués, tu as un attrait médiatique qui est moyen, parce que certes, c'est sympa de le suivre, mais en fait, c'est pas la compétition top, et le niveau n'est pas top aussi. Donc en fait, là, dans les tensions qu'on peut détecter, en fait, on a deux visions complètement différentes au fait du sport. Il y en a une qui est purement économique, qui est de se dire, on va essayer de combler les trous pour faire en sorte de toujours susciter l'attention des fans et l'engagement des partenaires. Mais alors, à côté de ça, tu as les joueurs qui souffrent, on va dire, de cette fatigue et de cette, comment dirais-je, de ce mouvement constant, de ces matchs constamment où tu joues tous les 3 jours, etc. Et à un moment donné, même en fin de saison, moralement, tu es épuisé. Il faut aller encore chercher des ressources supplémentaires. Donc, il faut faire attention à ce genre de compétition. Allons plus loin maintenant avec le problématique entre les sportifs et les ayants droit, avec le contrôle de l'image. Il faut savoir qu'une entité sportive, comme une fédération ou une ligue, quand elle obtient un sponsor, ce qu'elle vend aussi, c'est les droits d'image collective des joueurs. C'est-à-dire prendre entre 3 et 5 joueurs sur des PLV
Et donc, du coup, la marque peut, par exemple, si elle est partenaire de l'équipe de France, en l'occurrence ici avec quelques joueurs, montrer que ils sont partenaires on est partenaire de l'équipe de France, regardez, des beaux trucs. Du coup, ça attire l'œil, c'est toujours sympa, notamment auprès des consommateurs finaux. Mais qu'est-ce qui se passe en conséquence? Bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a certains joueurs qui ont le droit de le dire, mais en fait, vous vendez certes l'image collective, euh, mais des joueurs auprès de vos partenaires, mais peut-être que moi, individuellement, je suis pas d'accord pour être sur certaines publicités. Je suis pas d'accord pour être associé à certaines images. En l'occurrence, bah voilà, là c'était les snacks, notamment avec KFC ou autres. Et donc en fait, j'ai le droit de dire que non, moi je veux pas, je suis pas d'accord avec ça. Et en fait, ça soulève un point que peu de personnes ont parlé ou évoqué, parce que généralement, bah, passe sous silence, c'est pas vraiment de problème, à part un ou deux cas, sinon ça va. Bah, ça pose la question de l'enjeu du droit à l'image. Et la cohérence entre les sponsors, aussi individuels, et les sponsors fédéraux. Comment cela est mis en avant? Comment cela est traité? Quelles sont les limites à ce modèle-là? À certes avoir le sponsoring à outrance, mais en l'occurrence en face, peut-être que dans l'image que tu veux contrôler et maîtriser, en l'occurrence c'était le cas pour Mbappé, et que ça a un vrai rôle là-dessus parce que lui il a des vrais sponsors qui l'accompagnent, où il a une vraie image à vouloir protéger, et bah ça crée du coup des conflits et des tensions, même entre certes le sportif et l'ayant droit, mais j'ai envie d'aller plus loin, entre l'ayant droit et le sponsor qui va se dire mais attends, mais moi si j'ai signé pour toi, c'est parce que je veux lui et lui et lui aussi sur mes images. Parce que c'est eux qui parlent en fait aux consommateurs moyens ou à notre persona. Et s'ils n'y sont pas, bah, en fait tu as peut-être vendu un truc un peu trompette quoi. Donc ça donne des images et on va dire un contrôle du pouvoir entre la marque et l'ayant droit qui n'est pas forcément bon non plus. Allons plus loin maintenant entre les ligues et les diffuseurs, avec les tensions qui peuvent être présentes notamment sur les droits TV. La Ligue 1, notamment, a perdu Mediapro, qui, voilà, la société a coulé complètement, et avec une volonté chez Mediapro de dire, bon voilà, on vous promet le contrat à plusieurs milliards, etc. Alors, volontairement, je vulgarise la chose, mais ce qu'il y a aussi à prendre en considération, c'est la valorisation du coût des contenus professionnels, et quelle typologie de d'acteur va chercher à suivre ou à, comment dirais-je, euh, qui va chercher à suivre ou à mettre et à investir de l'argent sur votre sport ou sur le sport. Et ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Et on va en parler après avec d'autres acteurs médiatiques. On cherche à valoriser les chiffres maximum, mais quelles sont les garanties qui sont derrière et comment la société qui est partenaire se construit. Et en fait, du coup, on se rend compte, notamment avec ce qui se passe en Ligue 1, avec la Media Pro, il y a le cas de DAZN, il y a les cas de Bein, il y a beaucoup de cas en fait qui se complètent et maintenant avec Ligue 1 Plus, bah, la conséquence directe sur la baisse, c'est une baisse de revenus pour les clubs, parce que parfois, bah, voilà, il y avait des clubs dans les anciens schémas, avec plusieurs centaines de millions d'euros pour les contrats TV. Tu pouvais finir 15e, 16e, tu pouvais avoir 17 millions qui rentrent dans la poche. C'était quand même un truc de ouf. Et en fait, maintenant, ça a changé. Donc, du coup, bah, baisse des moyens pour les clubs. Donc, c'est un exemple supplémentaire de problématiques qui sont potentielles entre une ligue et un diffuseur. Dans le basket, on connaît très bien ça aussi. Parce que, bah, les problèmes, DAZN, machin, Squeak, ça coule le Squeak, ça va pas payer, machin. Donc, c'est toujours compliqué cet élément-là, donc pour montrer qu'il y a aussi des tensions entre les différents acteurs du sport. Allons maintenant sur les plateformes versus les chaînes historiques. Les chaînes historiques ont toujours été présentes. On parlait de Canal+, on parle de beIN Sport ici, avec une multitude de sports, des coûts de production qui sont super élevés, une machine qui tourne avec des financeurs, et ça, il n'y a pas de souci. Mais dernièrement, et en fait, il y a différents derniers modèles qui sortent et qui sont très intéressants pour moi, qui sont très intéressants aussi par rapport à notre étude de l'écosystème sportif, et qui sont très intéressants pour valoriser certaines niches qui existent et qui ont le mérite aussi de pouvoir être mis en avant en lumière. Le cas de DAZN, donc c'est une plateforme du coup numérique sur lequel cette enseigne privée a acheté les droits de différents sports à l'échelle internationale. Donc là, pour le coup, c'était des sports qui n'ont pas forcément des contrats TV mirobolants, mais DAZN a essayé de faire des coups un peu à droite à gauche
pour pouvoir avoir une agrégation de contenu de sport premium et pouvoir ensuite les valoriser auprès d'une niche de fans dans un premier temps, d'un point de vue continental, déjà aux États-Unis, puis ensuite dans certains pays d'Europe, et avant de s'internationaliser. Et notamment en France, où il y a un abonnement aujourd'hui entre 10 et 15 euros par mois, où il y a une multitude de sports, donc ils ont bien reçu leur coût. Mais ce que j'aime beaucoup, en fait, j'ai bossé pour l'un d'entre eux, c'est pour ça que je valorise ça aussi, c'est que il y a des plateformes digitales qui se spécialisent dans les sports de niche, dans les sports aussi qui ne sont pas vus forcément à la télé. Parce que les acteurs comme DAZN, Canal+, ou beIN, bah, ils cherchent les plus gros sports. Ceux qui peuvent, on va dire, générer de l'audience. Mais qui s'occupe du canoë-kayak? Qui s'occupe du baseball? Qui s'occupe du rugby à 7? Qui s'occupe, je vais donner à mentionner un sport, des sports outdoor? Qui s'occupe du squash? Et ces sports-là, ils vivent aussi, en fait. Et en fait, donc c'est avec ce système un peu de long tail, euh, agrège des fans chaque année avec des des milliers de personnes qui vont suivre chaque année ces sports-là. Et en fait, c'est des sports où les coûts pour acquérir les droits, en fait, sont nuls. Il n'y a pas vraiment de coût à l'entrée. Donc en fait, les plateformes comme Sportool, là, qui s'est fait racheter dernièrement par Sportiway, un acteur suédois, et Flowsport, qui fonctionne très bien aux États-Unis, notamment dans le sport un peu amateur, universitaire ou autre, bah en fait, on fait les choix de, pas dans un territoire, dans un territoire donné comme Flowsport aux US, ou par rapport à un aspect mondial, un peu comme le fait Sportool, pouvoir agréger de différents contenus et pouvoir proposer ça à son audience et ses fans. Donc moi, qui suis par exemple fan de n'importe quoi, hein, de futsal, eh ben, je vais suivre sur la plateforme Sporto, donc cette marketplace, cette place de marché, je vais suivre mon sport. Eux, ils ont connecté avec des contrats avec la FFF ou autre, et je vais pouvoir suivre mon sport tranquillement chez moi, avec une opération chaque semaine aussi hebdomadaire, avec une petite émission, etc. Le national aussi du rugby, donc la troisième division française, tu peux le suivre aussi à travers cette plateforme-là. Et c'est super intéressant pour moi, économiquement. Parce qu'en fait, ce qui compte, certes, c'est soit tu touches la masse, soit, en fait, tu cumules les petits acteurs. Et en fait, ça te fait, au final, une consommation de masse. Et c'est qui a une valeur aussi en equity aussi, bah, pour ceux qui montent des boîtes, etc. Donc en fait, la fragmentation de l'offre pour les fans, elle peut être certes mauvaise dans un sens où ça peut, on va dire, perdre le fan dans les contenus qu'il doit suivre. Exemple, un fan de football aujourd'hui qui va suivre la Ligue des Champions là, quelques années, tu dois suivre la Ligue 1 d'un côté, la Ligue des Champions de l'autre, l'Europa League ici, l'équipe de France ici, c'était pas évident. Mais ça peut permettre aussi à l'inverse de se dire que moi, si je suis fan d'un sport, je peux le consommer tout au long d'une année. Et pour des enseignes comme l'athlétisme, comme le rugby, la nationale, comme le futsal, quel sport je peux vous donner, comme le hockey sur glace ou d'autres acteurs comme ça, bah en fait, moi je suis content de pouvoir le suivre. Et il y a des YouTube, etc., proposent certains contenus, mais c'est bien aussi que les choses soient cadrées par des enseignes privées, comme c'est le cas avec Sport et Sportall, par exemple. Allons plus loin maintenant avec ces marques qui fonctionnent aussi comme des ayants droit et qui sont propriétaires d'événements ou qui mettent en place des activations qui sont tellement belles et tellement bien construites que elles s'approprient finalement des territoires et des univers. Et de plus en plus de marques veulent posséder leur propre narration. Et c'est ce que j'aime énormément avec une boîte comme Zephy, un acteur de l'informatique en France, qui a des agences partout en France, etc., qui a vraiment pris en main le sport comme un élan de promotion et d'animation interne, notamment avec le triathlon, avec leur propre événement, avec la IOTA XP. C'est super intéressant de voir un acteur et une marque prendre le sport à bras-le-corps et s'organiser eux-mêmes en parallèle des fédérations ou des ligues. Et en finalement, bah, c'est jusque-là que doit tendre on va dire une enseigne dans le giron sportif. À côté de ça, il y a des boîtes comme Monster Energy qui, pour le coup, avec leurs activations, notamment sur les sports, on va dire, extrêmes, breakdance ou autres, sports de combat, a arrivé à créer un univers dans lequel les fans arrivent à s'attacher. Et donc, on va dire que dans l'histoire qu'ils arrivent à raconter en travers différentes plateformes,
tu as envie de t'immerger dans l'univers et tu as envie de rester dans cet univers-là. Et ce que fait très bien aussi un de leurs concurrents, en l'occurrence Red Bull, qui, à travers leur positionnement sur certains sports, on va dire, avec des grandes émotions, si je peux dire comme ça, ou assez originaux, bah, tu as envie de te dire, euh, j'ai même pas besoin de suivre la fédération, qu'il y ait une fédération, je sais pas moi, de, de courses, de caisse à savon, j'ai pas besoin qu'il y ait une fédération de ça. Si une marque arrive à proposer un divertissement de haut niveau dans cette pratique-là, bah, qu'elle s'approprie le truc en fait. Et c'est ce qui se passe notamment avec des acteurs qui ont des budgets, des énormes budgets, et qui ont envie aussi de considérer que ce sport ou ce divertissement, ou ce que vous l'appelez comme vous voulez, peut avoir un réel impact dans l'animation et la communication qu'elle a tout le long de l'année, que la marque peut avoir tout au long de l'année. Donc on se rend compte que finalement, tous les acteurs poursuivent des objectifs économiques euh, avec des KPI communs. La captation de l'audience, ça peut être à travers les réseaux sociaux, la monétisation des données, et ça pour le coup, tous les acteurs, notamment médias, le font, CRM, les fan tokens, Fantasy League, les différentes plateformes. Augmenter le panier moyen des fans. Exemple, une entité comme la Fédération française d'athlétisme, avec athlé.tv. Bah, c'est une plateforme du coup qui est accessible notamment via Sportall que je vais mentionner tout à l'heure. Du moins, il y a quelques années, c'était le cas. Et en fait, les fans, les licenciés de la Fédération française d'athlétisme vont payer, par exemple, soit un petit euro, 3 euros, 5 euros par mois pour avoir accès à du contenu, à des compétitions supplémentaires. Et en fait, du coup, ça peut donner en fait envie à un fan de l'athlétisme d'aller encore plus loin dans sa volonté de consommer son sport favori. Et c'est le top. La fidélisation client, même chose. Parce que tu continues du coup d'avoir des membres, des personnes qui sont engagées dans ce que tu fais. Et l'expansion géographique. On peut aller sur NBA Africa, le PSG Japan Tour. En tout cas, tous des éléments qui se cumulent dans ces écosystèmes interconnectés pour euh, augmenter la valeur économique de ces différents acteurs sportifs. Donc en fait, on tend petit à petit vers des nouvelles alliances qui sont hybrides. Des athlètes deviennent même des investisseurs et proposent eux-mêmes, du coup, notamment après leur carrière, des ligues privées. C'est le cas notamment avec le basketball féminin, c'est le cas aujourd'hui avec le golf, avec notamment Tiger Woods. Des acteurs des ayants droit comme la Formule 1 s'associent à des entités comme Netflix pour créer de nouvelles histoires et une nouvelle fanbase. Donc c'est super intéressant parce que c'est un sport qui justement euh, souffrait d'une image un peu vieillotte et qui a complètement, grâce à cette nouvelle création de contenu, redynamisé son image. TikTok et Rematch, qui sont des supports pertinents pour les clubs amateurs, qui sont des leviers de visibilité sans dépenser du budget TV. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que des clubs amateurs aujourd'hui vont aller sur Rematch, euh, filmer certains contenus, certaines rencontres, et donc du coup, demain quand tu vas voir un sponsor du coin et tu vas lui dire, ah bah écoute, en fait nous on a une communication dynamique et il y a 5000 personnes qui nous suivent et qu'en fait par rapport à ton business, ça peut faire du sens de t'associer sur quelques capsules à nous, bah, bingo. Et ça fait des alliances supplémentaires. Et après, avec les Fnatic, Fnatic qui est de base un distributeur notamment de maillots, etc., bah, Fnatic se transforme de plus en plus avec les contenus et les droits qu'il cumule, bah, se transforme, on va dire, en ligue ou en média. Et en fait, propose du coup des contenus supplémentaires. Et je ne vous ai pas parlé aussi du cas Overtime, qui est un acteur, un média américain qui a aujourd'hui créé sa propre ligue de basketball pour les jeunes. Donc tu deviens ligue, financier, média. Donc vraiment pour vous dire qu'il y a des éléments, on va dire, qui se mixent à chaque fois pour créer des opérations de plus en plus pertinentes dans le milieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le marketing sportif est vivant et chaque acteur peut prendre plusieurs rôles. Aujourd'hui, un club peut devenir un média, aisément. Un fan peut devenir un sponsor. Oui, avec les tokens, les situations de crowdfunding, il y a même maintenant des socios,
des groupes de supporters du coup qui ont des parts d'un club, donc pourra vraiment avoir son mot à dire, etc. Une agence et un acteur peut très bien être une big aujourd'hui. Je mentionnais le cas de Overtime. Il y a aussi comme Sport en France qui crée sa propre, on va dire, ses propres camps de basket pour ses jeunes. Ou IMG sur l'échelle européenne qui, on va dire, construisent l'Euroleague et qui sont partie prenante de l'Euroleague aujourd'hui. Le joueur est considéré, entre guillemets, comme un produit, parce que c'est le vrai, notamment dans le football, hein, avec une valeur marchande, etc. Mais aussi, il peut se considérer aussi comme un média, comme un financeur, comme un diffuseur. La marque peut être un diffuseur aussi. Red Bull a sa propre plateforme TV pour diffuser leur contenu divertissant. Donc en fait, cette hybridation permanente, ça rend le marketing certes fascinant, mais aussi instable, parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs qui ont des rôles, etc. Donc faut aussi s'y retrouver pour savoir qui fait quoi, comment, et donc du coup, quel type de projet et d'identité a un acteur sportif, et c'est comme ça que chacun, on va dire, peut se mêler. Mais c'est pour ça que je vous dis que cet écosystème, il est riche en opportunités. Mais par contre, il faut le comprendre et il faut le maîtriser. Voilà tout pour cette vidéo au sujet du coup des synergies et des tensions dans le milieu sportif. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus à suivre le contenu, ça fait plaisir. On va encore avancer pour proposer quelque chose de super et de sympa. Et le prochain chapitre, activer, mesurer et fidéliser. Alors on va rentrer dans les aspects, on va dire, de qu'est-ce qu'on peut vendre, comment on peut le vendre, notamment dans l'objectif d'avoir des sponsors. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!